Pour mieux comprendre comment la glace naît, vit et meurt, il suffisait tout simplement de tendre l'oreille. En Arctique, la fonte de la banquise est beaucoup plus rapide que prévu. La communauté scientifique manque encore de données pour affiner les prédictions. On a du mal, par exemple, à évaluer de façon précise l'épaisseur de la glace. Pour tenter de résoudre ce problème, des chercheurs grenoblois vont pour la première fois installer leur micro dans la région habitée la plus proche du pôle Nord. L'archipel du Svalbard, longtemps convoité pour ses veines de charbon, est aujourd'hui aux avant-postes du changement climatique. C'est dans le Jura qu'a débuté cette aventure. Ludovic Moreau a mis au point une nouvelle méthode pour mesurer l'épaisseur de la glace. Ludovic est un jeune scientifique spécialisé dans la propagation des sons. Après plusieurs essais infructueux, il doit se rendre à l'évidence. Ici, les températures sont trop élevées. La glace est trop fine. Ce froid glacial, il va falloir aller le chercher du côté du pôle. Le lieu choisi pour l'expérimentation se trouve au Svalbard, un archipel situé sur le 78e parallèle nord. Le pari n'est pas gagné d'avance. L'expérience nécessite le déploiement de 250 capteurs. Les appareils sont alimentés par autant de batteries au lithium, un produit hautement inflammable. La logistique est un vrai défi. Il faut acheminer tout ce matériel dans une des régions les plus reculées du globe. Ludovic, qui travaille depuis 2 ans sur ce projet, n'a pas le droit à l'erreur. Donc l'antenne, elle est là. L'électronique, elle est là. Et qu'à croiser les doigts pour que ça arrive à bon port, quoi. Première étape de l'expédition, Longyearbyen, où se situe le seul aéroport de l'archipel. Le Svalbard, qui fait partie du royaume de Norvège, est un territoire grand comme l'Irlande, sur lequel vivent un peu plus de 2000 habitants. En cette fin février, la parenthèse de la nuit polaire vient tout juste de se refermer après 5 mois d'obscurité. Et il fait moins 20 degrés. Pour les scientifiques, le dépaysement est total. La plupart d'entre eux franchissent le cercle polaire pour la première fois. Ludovic est accompagné par Eric et Pierre, ses collègues géophysiciens, ainsi que par 2 ingénieurs, Benjamin et Hildut. Dan, le Californien, vient compléter l'équipe. C'est un spécialiste des capteurs sismiques. You ready, Dan? Ready, you ready? Les choses sérieuses commencent maintenant. Pour rejoindre le lac gelé choisi pour l'expérience, il faut s'enfoncer au cœur de l'île. Plus de 60 km à parcourir en terrain hostile. En plus du froid mordant, l'équipe s'expose au risque d'avalanche, aux crevasses, sans oublier le danger que représente l'ours polaire, le véritable maître des lieux. Cette aventure, Ludovic en rêve depuis des années. Si tout se passe bien, il pourra bientôt installer ses micros sur la glace polaire et peut-être écouter sa musique. Bon, ça y est, on y est, hein? Première chose. Elle est juste là. Elle est juste là. On a 15 cm, 20 cm de neige, c'est tout. C'est bon, ça. Super Ludo, les gars. On va pouvoir commencer. On repère le réseau principal. Donc le carré, il doit se mettre en face à peu près à l'ouest du canal. Donc on va bouger un peu là-bas. Ouais. Elle est un peu humide dans la glace, là. Bon bah les gars, à vous de jouer.
On sort le ruban. C'est bon. Je suis venu chercher cet endroit parce qu'on a étudié beaucoup de possibilités, mais vraiment ici, on a tous les effets qu'on pourrait rencontrer sur la banquise. De la fracturation, la présence de neige, un écoulement de l'eau. Donc on est vraiment sur un modèle réduit de banquise, quoi. On va faire un carré. Et à l'intérieur du carré, on va faire un quadrillage très précis, qui est plus précis qu'au GPS. Et ce quadrillage va nous permettre de positionner tous les capteurs un par un. En fait, la meilleure façon de faire une ligne, c'est de tendre une ficelle, hein, quand on l'aura démêlée. C'est la méthode du maçon qui construit sa maison. Je crois que les maçons sont mieux organisés en termes de cordelettes par contre. Ok sur la blanche, Ludo. Elle est ok. Faut que je récupère la jaune. Laquelle? Celle-là? Oui, il m'en faut une jaune. Vérifie qu'on a 50 mètres. Il faut vraiment que ça soit ultra bien balisé. De toute façon, il y a ceux-là déjà. Là. Oui, il y en a deux là, il y en a deux là-bas. Ouais. Plus c'est là. Mais ça, il faut que ça soit visible dans le brouillard. Mais c'est bon quoi. C'est clair. C'est bon, Ludo? Ouais, c'est bon. Le carré est tracé. Il ne reste plus maintenant qu'à commencer à trouer pour marquer l'emplacement des nodes. Chaque node va aller dans un trou. On va essayer d'être le plus précis possible sur le positionnement de ces trous. C'est bien qu'on arrive à commencer ce soir. Je ne sais pas si on aura la même météo toute la semaine, donc le plus on en fait aujourd'hui, plus on a de chance que la suite se passe mieux. Les paysages montagneux du Svalbard ont été patiemment façonnés par les glaciers. Pour en voir, il suffit de s'éloigner un peu du lieu de l'expérience. Laura, une jeune guide venue du nord de la France, accompagne Eric, l'un des géophysiciens de la mission. Ensemble, ils se rendent à une vingtaine de kilomètres du lac gelé. Ce glacier donne sur un fjord. Donc normalement, on était... tout ça, c'est de l'eau. Ouais. Donc là, on marche encore sur le fjord, donc sur la mer. Hein. Ouais, voilà. Ça, là, c'est de la glace en fait, de la glace couverte de neige. Et en été, tout ça, c'est de l'eau, quoi. Donc Pola Brein, ça veut dire quoi en norvégien? Brein, ça veut dire glacier. Ok. Donc tous les glaciers s'appellent Brein dans la région, ouais. Quoi. D'accord. Donc Pola Brein, qui tient son nom de la femme de l'explorateur qui l'a découvert. Okay. C'est le glacier de Pola. On a envie d'aller voir plus près. On peut se rapprocher encore? Ouais. Allez. Allons-y. Là, on voit des pattes de renard polaire. Ah oui, exact. Un petit renard. Il est allé gratter un petit peu par là, ouais. Ouais. Et là, on arrive au pied du glacier. C'est vraiment incroyable. Ouais. Ces couleurs là qu'on a sur ce glacier, ces glaces qui est carrément on dirait du marbre. Hein. C'est assez fou, mais c'est de la glace. Alors, quand la glace est très bleue, c'est parce qu'elle a été soumise à des hautes pressions. Et donc tout l'air dans la glace s'est échappé. Ouais. Donc en fait c'est de la glace très pure, il n'y a plus d'air dedans. Les petites bulles ont disparu. Voilà. Et du coup ça donne le cristal de glace quasiment parfait. Voilà. Alors. Ce qui n'est pas le cas de la glace quand elle est blanche. Ça veut dire qu'il reste encore des bulles d'air dedans. Et on a ces grandes traînées noires qui coupent un petit peu, qui zèbrent le glacier. Ouais. Ça du coup, ça vient de quoi? Ça c'est les stratifications annuelles. Donc chaque été, ouais. Il y a des débris, de la poussière qui se mettent au-dessus du glacier. Donc c'est vraiment le mouvement du glacier qui fait ces zébrures, quoi. Absolument. C'est magique, hein? Ouais. C'est vraiment magique. Le glacier de Pola Brein s'étire aujourd'hui sur une quinzaine de kilomètres. À l'université du Svalbard, le glaciologue Andrew Hodson suit de près son évolution. So if you want to compare where the glacier is now to where it is in 1936, you can just see it's near this tributary glacier here. That tributary glacier is indeed this one here.
So the ice front was approximately here, that sort of 80, 90 years ago. It's retreated a distance of 6 kilometres in that period, and the ice is about 200 metres thick. The thickness of the ice front in the sea is probably about 120 metres maybe from the seabed to the top. So that's sort of quite a large chunk of ice that's been lost to the sea. When we're asked about ice cover in Svalbard, it's a couple of thousand of glaciers, and a lot of people quote the 1993 inventory and say 60% of the landmass is covered by ice, but I think it's now nearer about 54, 55% due to the warm period in the last 20 years or so. So I'd say about 55%. If you go far enough to the northeast, you'll see quite a different type of ice cover. The interior of the ice, it's been shown that the ice here is getting thicker, it's building up. You're loading your sort of upper part of the glacier with more precipitation, probably because it's warmer, there is a little bit more precipitation. But the periphery is thinning more and more due to the warmer summers. If you go big, you get more what we call positive mass balance, a bit more growth if the bigger they are. But they don't grow every year. You know, sometimes they have a good year, sometimes they have a run of good years, but a lot of them are showing sort of net loss periodically. But everything else is showing a very frequent net loss that is, in some cases, sort of accelerating. La crête de la moraine, voir s'il n'y a pas un peu de mouvement. Au Svalbard, le fusil est obligatoire dès que l'on s'éloigne des habitations. On est safe. Pierre a suivi une formation pour se protéger en cas d'attaque d'ours. La règle numéro 1, c'est de ne pas se faire surprendre. On est dans une vallée qui est assez étroite, surtout à l'endroit où on est. Et en fait, c'est un point de passage pour les ours qui vont plutôt vers la mer se nourrir. Donc on nous a fait clairement comprendre qu'il y a de bonnes chances qu'on en voit. Donc voilà, il faut rester bien vigilant. On essaye vraiment qu'il y ait toujours en permanence quelqu'un qui regarde. Les autres sont concentrés là, à poser les nodes, à travailler. Bon, ils ont tous la consigne de lever le nez de temps en temps, mais bon, je pense qu'ils préfèrent tous qu'il y ait quelqu'un en permanence qui soit là et le nez en l'air, qui regarde cette moraine. Moi, je vais enlever la neige, atteindre la glace pour pouvoir faire un test du capteur. C'est un design amélioré de ce qu'il y avait à l'IGE alors. Ok, merci Ben, version 2. On est en train de faire les 250 trous pour poser les nodes selon le quadrillage qu'aura prédéfini Ludovic. Ça consiste à faire un pré-trou dans la neige, donc pour dégager la glace, et puis venir avec un outil spécial qu'on a fait fabriquer pour faire le trou dans la glace en forme de cylindre, ce qui va permettre aux nodes de venir dedans. On ne va pas le mettre en entier, sinon il va complètement geler et ça sera irrécupérable. On va mettre les 3 premiers centimètres. Et puis tasser un petit peu de neige sur le côté qui en regel va permettre de coupler bien sur la glace et on aura bien les sons de la glace qui viendront sur le capteur. Ma grande angoisse c'était de savoir si les visseuses allaient fonctionner malgré le froid assez fort. Bon bah il se trouve qu'elles marchent plutôt bien, c'est une bonne nouvelle. On garde les batteries à l'intérieur pour les garder au chaud. Savoir si l'outil allait pas casser avec le froid, s'il allait bien creuser, si la glace serait pas trop dure, trop molle. Bon, il se trouve que ça se passe très bien là, donc on est content. On cherche à expérimenter ici une méthode un peu nouvelle qui consiste à écouter le son qui se propage dans la glace pour en déduire plusieurs propriétés liées à sa résistance. Est-ce qu'elle est dure? Est-ce qu'elle est épaisse? Est-ce qu'elle est fracturée?
Toutes ces choses-là sont des choses qu'on essaye de mesurer et qui après, si on transfère sur la banquise, pourront nous aider à avoir des mesures plus précises et plus exhaustives que les mesures dont on dispose déjà à partir de données radar ou de données sonar qui sont soit pas très exhaustives, soit pour le moins pas très précises. Il existe aussi des méthodes par satellite, mais là c'est pareil, la précision fait encore défaut. L'expérience menée sur ce lac est l'aboutissement d'un long travail de recherche débuté en laboratoire. Ludovic observe depuis plusieurs années la manière dont les vibrations se propagent. Ces ondes renferment des informations qu'il faut savoir déchiffrer. On essaye d'utiliser les ondes pour savoir si des matériaux sont sains ou pas. Par sain, il faut comprendre, est-ce qu'ils sont proches de la rupture ou est-ce qu'on peut encore s'en servir avant qu'ils cassent? C'est le côté un peu magique des ondes finalement. On peut quasiment tout faire. Travailler à l'échelle des ultrasons, travailler à l'échelle des ondes sismiques. Dans une plaque, il faut savoir que les ondes se propagent de façon très particulière, c'est-à-dire que les sons aigus ne se propagent pas à la même vitesse que les sons graves. La différence de vitesse entre les sons aigus et les sons graves sont directement reliés à l'épaisseur de la plaque. Plus cette différence est petite, plus la plaque est fine, plus cette différence est grande, plus la plaque est épaisse. On peut parler de plaque pour cette plaque d'aluminium, on peut parler de plaque pour une couche de glace qui se formerait à la surface d'un bac d'eau qu'on laisse au froid, ou encore le gel qui se produit à la surface d'un lac quand il fait très froid. Là, on est en train de faire la ligne la plus longue, qui consiste à mettre un capteur tous les mètres. C'est la partie du profil qui est en croix. Donc là, on va mettre vraiment un capteur tous les mètres. Après, il faut continuer le profil, ce sera un capteur tous les 2 mètres. Et il faut continuer comme ça jusqu'à la fin. On est à peu près un peu plus que la moitié là. C'est des environnements assez exceptionnels et on a beaucoup de chance d'avoir la possibilité de venir travailler ici pour une manip scientifique. C'est des paysages très préservés, très sauvages. Il n'y a personne, donc c'est assez exceptionnel. On fait que supposer, aujourd'hui, par endroit, on suppose que la banquise est plus ou moins à 3 à 5 mètres d'épaisseur, mais si ça se trouve, elle fait que 2 mètres ou 1 mètre, et ça réduit énormément. Si vous avez un glaçon qui fait 5 cm d'épaisseur dans votre verre, et puis vous le laissez fondre à côté d'un glaçon qui fait 2 cm d'épaisseur, on va vite se rendre compte que le glaçon qui fait 2 cm d'épaisseur va fondre beaucoup plus vite. Aujourd'hui, ça fait partie des données dont on suppose qu'elles sont importantes et qui nous manquent pour pouvoir mieux prédire l'impact du réchauffement climatique sur le déclin de la banquise. Là, on est vraiment dans le cœur du sujet parce que si on arrive à montrer ici qu'on est capable, à partir des ondes sismiques qui se propagent dans la glace, d'en déduire son épaisseur, sa dureté, et de faire ce suivi, et de le relier à des variations de température, ça veut dire qu'on va être capable de faire la même chose sur la banquise. Or, la banquise décline plus vite que ce que les modèles nous avaient prédit. La question, elle n'est plus tellement de savoir si ça va arriver, elle est plutôt de savoir à quelle vitesse ça va se produire. So we try to leave that one, okay. And tomorrow we'll see if we can take it out, right? And the others stay there. Okay. La nuit commence à tomber, il y a pas mal de vent, donc on se demande même si les trous qu'on est en train de faire risquent de se reboucher pendant la nuit, auquel cas on aurait travaillé pour rien, on aurait gaspillé de l'énergie. Je pense que là, c'est le bon moment, c'est plus sage de rentrer. Ouais. Ah ouais. We used to drive snowmobiles straight across to the other side. It's 60 kilometers to the other side, and we could just drive straight across. Kim Holmen, de l'Institut polaire norvégien, est le témoin de ces bouleversements. Ce spécialiste du climat a découvert le Svalbard il y a 30 ans. It was a different place. The fjord behind me used to freeze at this time of the year. It was covered across the entire fjord.
The average wintertime temperature has risen by more than 10 degrees over the past 30 years. And of course, the biology in the fjord is changing because the water is warmer, because the ice is gone. The ringed seal, which used to give birth to its cubs on the ice, has moved elsewhere. The polar bear that eats the ringed seal has followed the seals. So wherever I look, I see change. There are many reasons for the climatic change to be rapid here. One of the most important ones here on the west coast is the fact that the ocean is warmer and there is no ice. So heat from the ocean is coming into the air and keeps the air in this area warm so that it's easy for more ice to melt the next spring. We also had the fact that white reflects sunlight, and when the snow and ice is gone, the sun is warming the ground more than before because that sunlight used to go out to the universe. So these effects together, the ice and the reflection of sunlight, makes it very rapid here. When the fjord was frozen, of course, the wind could not produce waves, and then the beach was protected. It was colder, so the permafrost was colder, the ground was harder. So even if there had been waves, they wouldn't have been able to erode as much as today. I have friends that live in a house here that they had to move, and they lost of order 8 meters in one night in a big storm. And of course, waking up in the morning and the house was almost in the ocean made them leave on the same day. But they were able to move the house later on. It was a location that had been safe for decades, and then suddenly it is being eroded in a few years. Les résidents du bord de mer ne sont pas les seuls à mesurer dans leur vie quotidienne l'impact du changement climatique. Dans le centre-ville de Longyearbyen, les habitants doivent faire face à une autre conséquence indirecte de la hausse des températures. Doesn't look very big, the hill, but with 5 meter deep snow, it was fatal. Ici, en décembre 2015, une gigantesque avalanche a balayé 11 maisons, provoquant la mort de 2 personnes, dont une petite fille de 2 ans. Une tragédie qui a profondément marqué cette petite communauté arctique. Aujourd'hui, c'est tout le plan de la ville qu'il faut revoir pour éviter un nouveau drame. It is part of society's adaptation to actually abandon homes and build new homes for the people. This whole row of houses is one of the solutions. And of course, building a lot of houses in the Arctic quickly is both complicated and expensive. But as you see also further on, there are more houses coming. So there will be another row of houses like this finished by the 1st of July this year. It is part of the general picture of warmer, more rain in the winter, more snow, amounts that are increasing the risks of avalanche. And we expect more, larger avalanches more often. Au total, 142 logements doivent être déplacés ou reconstruits. Un habitant sur 5 est concerné, contraint de déménager en raison de la nouvelle donne climatique. On a 20 minutes de soleil. 20 minutes, on va en profiter.
48. Ok. Le son il va se propager dans la glace à une vitesse qui est très haute, de l'ordre de 3000 et 4000 mètres par seconde. Donc pour pouvoir entendre ce signal qui dure 1 seconde, il faudrait qu'on soit à 3 ou 4 km. Si ça craque, ou si on fait des pas, ou si on saute sur le lac, ou si on utilise une source pour le faire vibrer, on peut l'enregistrer, écouter ce son, et ce qui va se produire, c'est qu'on va entendre des sons aigus qui vont arriver d'abord, puis des sons graves. La durée de ce son va dépendre à quelle distance on se trouve de la source qui a émis ce son, mais on arrive tout à fait à les entendre, oui. Ce son, on pourrait très bien l'entendre en mettant un microphone sous l'eau, mais notre idée, c'est quand même d'utiliser des ondes sismiques dans la glace. Et on a installé un réseau de 250 géophones qui sont des sortes de microphones pour écouter la vibration des ondes sismiques. On a creusé des trous et on les a installés dans ces trous et ils écoutent ces sons. Les géophones, utilisés par Ludovic, semblables à des boîtes de conserve, paraissent assez rudimentaires. En réalité, il s'agit d'outils très sophistiqués, mis au point il y a quelques années. Ironie de l'histoire, ces instruments que l'on utilise aujourd'hui pour étudier le réchauffement climatique ont été conçus pour rechercher du pétrole. I got involved with these when these were still prototypes, still new, when we were doing a project in an urban area, the city of Long Beach in California. Well, that was an oil and gas survey. There's an oil field there called the Long Beach oil field that was discovered in 1921, before really there was a city there. You know, there's lots of holes drilled. It's a 1 billion barrel field, but the city grew up around it, and the company that owns the field felt that there was more potential production in and around the field and deeper targets. And so to be able to know where to drill, they wanted to conduct a 3D seismic survey. This technology caused a lot of excitement in the earthquake technology, earthquake hazard, seismic hazard community, and that started a whole ball rolling on other types of applications, you know, including the one that you see here. Starting operation. Cette zone-là, elle est toute petite quand on la compare à la banquise. C'est indéniable, mais on est ici dans un échantillon de banquise. Les 250 capteurs qu'on installe vont rester là à peu près 1 mois pour enregistrer tous ces murmures de la glace. So we need to start the node recording. So first thing we do is connect the HHT to the node, and then we have to select the node that we're going to deploy. And then it's going to take about 20 seconds to test the functionality of this, the geophone, the electronics. Oh, okay, there it is. And the values are all good. I say yes to deploy. Starting operation. Okay, and then I disconnect. And it'll take a couple minutes for it to capture satellite and start the actual recording. It has to capture the satellites to get its time synchronization set. So all these are within 25 microseconds of each other by using the GPS signal. Okay, on to the next one. Ces capteurs vont être en mesure de capter toutes les fréquences qui existent jusqu'à environ le Hertz à plusieurs centaines de Hertz. Et l'activité humaine génère des fréquences qui sont dans cette gamme de fréquences. Donc on devrait pouvoir capter l'activité des mineurs lorsqu'ils travaillent dans leurs mines au démantèlement des mines. Behind me here, we have the entrance to the Svea Nord mine. One year, we did produce 3.4 million tons, but we had also coal on storage, so we sold totally 4 million tons that year. But that was a European record, 3.4 million tons. That was a period when the coal prices were really high. So we had, after everything was paid off, the company earned over 1 billion Norwegian crowns that year. Well, now we are
closing down. Everything is closing down. But the government found out that we should wait because the company is totally government-owned now. And they found out we should wait because coal prices were low, so they put the whole mining society on standby. And the prices went up, but there was an election and other parties got in the power, and so they decided just to shut everything down. So now we are closing the mining society here. Here they are gonna get everything back as much as possible as it was before we arrived, and then they're gonna make the area into a national park. We used to be 350 people constantly living and working here. So it's a lot of infrastructure to take down and move, sell. Some's going to be sold, some's going to be destroyed. And, yeah. So it's going to take some time, but I don't know how long. But like in 5 or 6 years, it will be nothing, almost. I've been on the island since, in over 23 years. So it's like my home. It's a little bit like everybody's thinking about what to do in the future now. But I like Svalbard still. Every morning I wake up and see this weather and this view. I have to say I love this place. Still, after 20 years here. So it's beautiful. I think if they close it as a national park, I think still the locals who have cabins in the area can go in here. So then you will be like away from all the tourism. You have your own little space where nobody can find you, and you don't, it could be quite nice actually. How to find a job, that's the thing. So I'm looking for jobs all over. And well, but it's over 100-year-old society that's shutting down now. It's a lot of history in these mountains. Le destin de l'île est intimement lié à celui du charbon. Son exploitation a vraiment débuté en 1906 lorsqu'un homme d'affaires américain, John Munro Longyear, a décidé de poser ses valises au Svalbard. C'est lui qui a donné son nom à la capitale, Longyearbyen. Aujourd'hui, les Norvégiens n'exploitent plus qu'une seule mine. La mine numéro 7, située à une quinzaine de kilomètres de la ville, est vitale pour les habitants. C'est elle qui alimente la centrale électrique, l'unique source d'énergie de la ville. We're going to drive by car all the way about 7 kilometers until here, and the end of the road. By normal car, we have to go in an electric car for low height. And we're going to go right about here. Bent est l'un des rares à être né au Svalbard. Son père a débarqué ici à la fin des années 50 pour travailler dans les mines de charbon. À l'époque, le secteur employait des centaines de personnes. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 45. So, here we go. Now you see why you don't stand up. This is fun. It's better than Tivoli. It's like a roller coaster. When we go now, you just follow right behind me. If you see here, this is stone, and this is coke. It's really easy to break. So this is the black gold. So you have this coal that goes to our power plant. You have the finer dust that we sell to Germany, for instance. So this guy, Gerarne, he's operating the cutting machine by the remote you can see here. It's a real heavy machine. It weighs like 60 tons. Going on belts, have a huge drum in the front, cutting the coal. It's falling onto a conveyor
that goes out through the middle of the machine. So the machine also has some water spray nozzles in the front to keep the dust down and to cool the machine and also to ventilate. And when it cuts, the coal falls on the ground and gets scooped up. You can load it into the shuttle cart. It takes about an hour and 15 minutes before the coal is all the way out in a big silo. And then it goes through a big plant you saw outside, maybe driving up here, where it separates the fraction. As you can see, where it's cutting, you're always sitting on the second last roof bolt because it's not allowed to stay inside. It's dangerous. You have to see if you have the right quality of coal and enough, because the best parts are already been taken out. So, and they said we're going to close in 10 years now for 40 years. So, of course, for political reasons, it would be probably for the environmental group to close. But we need a coal first of all for the power plant. We don't have any other solution. And second of all, we use our coal to a lot of industries, so-called green technology. We need it for the cell phones and for the batteries for the Tesla and so forth. So no coal, no fun. Alors ma technique, c'est mettre la combinaison là, le plus tard possible avant de sortir pour pas crever de chaud à l'intérieur. Alors moi je mets 4 couches. J'ai donc un sous-pull, mon polaire, ma doudoune et puis la combi. Et 3 couches de chaussettes aussi. Au 4e jour, les capteurs sont en place. Il faut maintenant effectuer quelques tests. Stop. Alors là, je suis en train de faire une acquisition radar. Donc l'idée, en gros, c'est d'essayer d'avoir un peu la stratification de la couche de neige au-dessus de la glace. Et aussi essayer de voir un peu l'épaisseur de glace en dessous, ce qu'il y a avec le radar. Avec des yeux de néophyte, on le voit pas, mais quand on est un peu habitué, je suis pas vraiment sûr de ce que je vois. Il faudrait que je fasse un peu de post-traitement dessus, mais je pense que là, en fait, le gros trait au-dessus, là, ça, c'est c'est des ondes qu'on voit. Donc ça, c'est l'onde directe dans l'air. Ensuite, là, on a les stratifications de la neige. Et après, là, je pense qu'on commence à arriver dans la glace, mais il faudrait que je mette un peu plus de puissance pour voir vraiment l'épaisseur de la couche de glace. Et après, on arrive dans l'eau. Donc là, on voit plus rien dans l'eau, parce que les ondes sont atténuées par l'eau, donc ça ira pas plus loin. Ça va être une façon de confirmer les données qu'on va essayer d'avoir avec les nodes, en fait. Ça va être une façon de comparer les deux méthodes. Ah, ça c'est un truc. Ah, là-bas. Je pense que c'est un renne. Ça paraît gros pour un renne quand même, non? Qu'est-ce qui se passe? Bah, on voit une grande silhouette au loin sur la moraine. Ouais. C'est un ours? Et ça a l'air d'être un renne. Mais ça, je pense que c'est trop haut sur pattes. Pierre, il dit que c'est un ours. Quoi? Pierre, il dit que c'est un ours, il a ses jumelles. Ah ouais, c'est gros, putain. Non, ça se déplace pas comme un ours. C'est un renne, c'est bon. Ok. C'est bon, il est juste en train de manger. Il a foutu les boules. Une fois que tous les capteurs sont en place, qu'ils enregistrent, on va faire vibrer le sol nous-mêmes avec une source qu'on contrôle pour pouvoir comparer ensuite à ce qu'on obtient en faisant qu'écouter de façon passive les sons qui se propagent dans le lac. 1, 2, 3.
Vas-y, saute! Tu l'as entendu? Ouais, c'est pas mal là. Ah la vache, regarde ça, c'est exactement Okay, cool. ce qu'on espérait. Donc les fréquences hautes qui arrivent en premier, les basses fréquences qui arrivent après, on est exactement dans le cas du guide d'onde. Hein. La preuve de concept est faite. Bravo! Avec ce petit capteur. Petit test, tout voilà. petit test réussi. Ok, voilà. Alors là tu vois, je suis vraiment impatient de voir ce que ça va donner avec nos, nos géophones. Ouais, ça devrait marcher. Ah ouais, Ok. c'est clair. Voilà, à peu près tout fait une musique, le lac fait une musique, les gens qui marchent font de la musique, le vent qui souffle fait de la musique, la marée fait une musique. Tout a des fréquences différentes, évidemment avec nos oreilles on ne peut pas toutes les entendre, mais ces capteurs-là vont les entendre. Pendant plus d'un siècle, le Svalbard a tiré ses richesses de son sous-sol. Aujourd'hui, alors que la Norvège tourne le dos au charbon, l'archipel doit s'inventer un nouvel avenir, plus écologique. Espen est un militant vert. Il siège au conseil municipal de Longyearbyen. Mainland Norway has a carbon print about 11 tons a year for each citizen. That's rather low. On Svalbard, we have a carbon print for each inhabitant, 88 tons a year. So yes, we are the worst in the world, actually. So what I want to do is to live here and have my life here and try to change Svalbard. Because if we can change our power plants to something renewable, our footprint will decrease very, very much. There's not good economy in doing coal mining. It's not very climate friendly. So what are we going to do next? Well, in my opinion, we should do more scientific research here. We do a lot already. We can do more. Tourism can grow if we do it the right way. The biggest ships in the world comes here. It comes boats with 3,000 and 4,000 people in. It's not good for the climate and it's not good socially for the people who live here. If they increase the income by making people stay here longer, that would be possible. Chaque année, les croisières arctiques attirent ici plus de 40 000 personnes. Alors que les gros paquebots font une escale de quelques heures à Longyearbyen, avant de repartir, d'autres embarcations plus petites sont elles autorisées à pénétrer à l'intérieur des fjords, au plus près de la vie sauvage. Le trafic portuaire se développe à grande vitesse, comme le constate Terje, le patron d'une petite entreprise de logistique maritime. The expedition cruise has normally a limit of 200 passengers. It's rather small vessels. We are not talking of the big ones. Each year we handle more than between 200 and 300 ship calls here during a period of 3 to 4 months. Some of these operators, they come in the beginning of June and they use Longyearbyen here as a home port, more or less, and circumnavigate around the archipelago. And then, so this is a major hub for provisioning and passenger exchange and all the services needed for running a cruise business. But today it's approximately, let's say it's plus minus 20 vessels operating. And for the next 5 years, it's close to 20 new coming in. So we are more or less talking of a doubling of the capacity for the next coming years. The story of Longyearbyen is a story of change. It has been changes here all the time, from the earliest hunting people to coal mining to tourism to science to education. So we are quite good at changes. Les autorités prévoient un doublement des emplois liés au tourisme d'ici 2025. Au printemps et en été, les agences proposent des croisières.
Pendant l'hiver, on s'aventure dans les terres en traîneau à chien, à motoneige, à ski ou à pied. Attiré depuis longtemps par ces grandes étendues glacées, Michael a fini par en faire son métier. Ce franco-britannique, qui a longtemps travaillé dans les bureaux à Londres, est aujourd'hui guide polaire. Il accompagne Ludovic dans une excursion des plus classiques. On attend que ça soit bien rentré. Ça va s'ouvrir un petit peu. Ouais. On va pouvoir se mettre debout. Ouais, tout juste. Ah, toi, ça va être plus dur que moi. Et voilà. Donc là, c'est la grotte. Et en fait, là, on est vraiment à l'intérieur du glacier. Donc ce glacier, c'est Lars Breen. Il subit aussi l'influence du réchauffement climatique, tu le vois changer? Ouais, il est de plus en plus petit. C'est pas un glacier énorme, ouais. Donc les effets sont plus ressentis. D'accord. Tu vois, ça se voit plus rapidement. C'est surtout l'été quand tu montes. Ouais. C'est l'endroit où le glacier s'arrête. Tu vois tous les ans qu'il recule. Ouais. Il recule. Et en fait, c'est choquant la vitesse à laquelle il recule. Il a reculé bien plus de 100 mètres depuis que je suis venu ici. Et c'est beaucoup 100 mètres. Hein. Ouais, c'est énorme. Ouais. Fais attention, ça va glisser un petit peu. Ouais. C'est incroyable. Vraiment pris dans la glace comme ça, là. Ouais. Quelle musique, là, ouais. Là, prochaine étape, tu vas mettre mes capteurs ici. Une vraie symphonie de glace. Ouais. Tu veux un petit cassis chaud? Ah ouais. Ce glacier qui recule et puis l'influence plus globale du réchauffement climatique, ça te touche directement. Bah ouais, bah déjà c'est mon job. Ouais. Donc là, je serai peut-être à la recherche d'un nouveau travail d'ici 20 ans. Mais plus que ça, je pense que c'est triste de dire que mes petits-enfants ou autres, je leur dirais, vous savez, il y avait de la neige ici, fut un temps. Ouais. Puis pour eux, ça serait un mensonge. Enfin, ouais. Tu vois, le grand-père, il a perdu la tête, quoi. Bon, il y aura toujours des glaciers par ici et par là, mais ça serait pas pareil. Bon, bah écoute, hein. Merci. Santé. Ouais, donc toi, en fait, en tant que guide polaire, ça change quoi concrètement Ben, on est moins certain de la longueur de la saison. Donc, il y a 2 ans, on a pu sortir jusqu'en mi-juin. Donc, c'était bien une belle saison, assez longue. Et l'année dernière, la saison s'est terminée abruptement le 4 mai, un truc comme ça, 4-5 mai. À cause de... Il y a eu de la pluie et tous les glaciers, ils ont commencé à fondre. Puis dès que ça a commencé, voilà, c'était stop la saison. Et t'as pas peur que les mines laissent la place au tourisme de masse? Mais c'est déjà fait. C'est déjà fait. Mais au moins l'avantage avec le tourisme, c'est qu'on peut... Le plus de gens qui puissent voir cet endroit ont plus de chances de rentrer chez eux et de changer quelques petites choses. C'est ta façon de concevoir le tourisme, ça? C'est-à-dire dire aux gens, vous voyez ce qui se passe ici, on est un peu à l'avant-garde du climat, est-ce que vous faites attention en rentrant chez vous? Ouais, un petit peu. Pas simplement ça, on n'est pas là juste pour être strict et pour donner des cours, mais aussi pour donner des gens un amour pour un endroit et de dire, écoute, il faut que chacun fasse son petit peu pour essayer de sauvegarder ça. Pendant un mois, les 250 capteurs installés par Ludovic et son équipe vont enregistrer la musique originale de ce lac gelé. Grâce à ce travail, les scientifiques vont disposer d'une base de données
unique au monde. Si la méthode se révèle fiable, on pourra un jour transposer le dispositif sur la banquise afin de mieux évaluer son épaisseur et ainsi mieux comprendre son déclin. Là, on a vraiment la chance d'avoir l'avant-dernier soir des aurores boréales. Plein de ciel, c'est magnifique. Moi, j'en avais jamais vu. En plus, tout le stress de l'expérience est évacué parce qu'on a fait tout ce qu'on voulait. Donc là, on peut vraiment relaxer en regardant ces aurores boréales qui viennent nous récompenser de notre travail en quelque sorte. C'est juste génial, quoi. Voilà.